Bienvenue sur Les Rares Livres, la chaîne qui redonne vie aux ouvrages oubliés capables de transformer notre manière de penser, d'agir et de réussir. Aujourd'hui, nous plongeons dans un livre publié en 1890, mais dont le message résonne avec une force étonnante dans le monde moderne. Des acres de diamants de Russell H. Conwell. À travers une histoire simple en apparence, Conwell révèle une vérité profonde. Beaucoup passent leur vie à chercher la réussite loin d'eux, sans voir la richesse cachée juste sous leurs pieds. Ce livre n'est pas une leçon de chance, mais une leçon de regard, de lucidité et de profondeur. Dans cette vidéo, tu découvriras la métaphore puissante des diamants et surtout pourquoi ce que tu poursuis ailleurs se trouve peut-être déjà là où tu te tiens. Prépare-toi à changer ta perception des opportunités et de la réussite. Introduction. L'être humain a une tendance presque universelle, croire que la réussite se trouve ailleurs, ailleurs que là où il est né, ailleurs que dans ce qu'il connaît déjà, ailleurs que dans ce qu'il possède aujourd'hui. Très tôt, on lui apprend à regarder loin, à envier ce qui est distant, à penser que la valeur commence toujours là où il n'est pas encore. Cette manière de penser façonne des vies entières, nourrit des frustrations profondes et pousse des millions de personnes à quitter ce qu'elles ont sans jamais avoir compris ce que cela valait réellement. Le succès est souvent présenté comme une destination lointaine, réservée à quelques élus, cachée derrière des circonstances exceptionnelles, des opportunités rares ou des lieux précis. On glorifie l'ailleurs, un autre pays, une autre carrière, une autre idée, une autre vie. Cette vision crée un mythe puissant, celui du succès inaccessible, presque magique, qui n'arriverait qu'à condition de tout abandonner et de recommencer ailleurs. Pourtant, ce mythe repose sur une illusion dangereuse, celle qui fait croire que la valeur est toujours externe, jamais intérieure ni immédiate. Dans cette confusion, beaucoup passent à côté de leur potentiel réel. Ils sous-estiment ce qu'ils ont, dévalorisent leur environnement, méprisent leurs compétences naissantes et ferment les yeux sur les ressources déjà présentes autour d'eux. Ils comparent leur réalité brute à l'image idéalisée du succès des autres, sans voir les fondations invisibles sur lesquelles ces réussites ont été construites. Le résultat est souvent le même. Une course permanente vers l'extérieur, accompagnée d'un sentiment intérieur de manque, même lorsque les opportunités sont là, silencieuses, sous leurs pieds. C'est précisément cette illusion que le livre des acres de diamants vient briser. À travers une métaphore simple mais puissante, Russell H. Conwell révèle une vérité intemporelle. La richesse, la réussite et l'accomplissement commencent rarement loin de nous. Ils prennent naissance dans ce que nous connaissons déjà, dans notre terrain actuel, dans nos capacités inexploitées, dans notre environnement immédiat. Ce n'est pas l'absence d'opportunités qui appauvrit les individus, mais l'incapacité à reconnaître celles qui existent déjà. Le message central du livre n'est pas de condamner l'ambition ni le désir de progrès, mais de réorienter le regard. Avant de chercher ailleurs, il faut apprendre à voir ici. Avant de partir, il faut comprendre ce que l'on quitte. Avant de convoiter ce que les autres semblent posséder, il faut explorer en profondeur ce que l'on a déjà entre les mains. Conwell ne parle pas seulement d'argent ou de réussite matérielle, mais d'un état d'esprit fondamental, celui qui transforme un sol ordinaire en terre fertile ou au contraire, qui transforme une terre riche en désert. Ce livre pose alors une question dérangeante, mais essentielle, que chacun devrait se poser honnêtement. Et si ce que tu cherches désespérément ailleurs se trouvait déjà là où tu es? Et si ton problème n'était pas le manque d'opportunités, mais ton regard sur elles? Et si, sans le savoir, tu marchais déjà sur tes diamants tout en rêvant de ceux des autres? Chapitre 1. L'histoire de l'homme qui est parti, trop loin. L'histoire commence simplement, presque banalement, comme commencent la plupart des tragédies humaines. Il y avait un homme, ni misérable ni riche,
installé sur une terre qu'il avait héritée ou acquise honnêtement. Cette terre n'était pas spectaculaire, elle ne brillait pas aux yeux de ceux qui ne savent voir que l'éclat immédiat. Pourtant, elle nourrissait son homme, lui offrait un toit, une stabilité, une continuité. Sa vie n'était pas faite d'exploits, mais elle était équilibrée. Il connaissait chaque recoin de son champ, chaque saison, chaque variation du sol. Il n'était pas malheureux, mais il n'était pas satisfait non plus. Cette insatisfaction ne naquit pas d'un manque réel, mais d'une comparaison silencieuse. Elle s'installa progressivement, nourrie par des récits venus d'ailleurs. Des voyageurs parlaient de terres lointaines où les diamants jaillissaient du sol, où la richesse semblait attendre ceux qui oseraient partir. Ces histoires avaient un point commun, elles étaient vagues, amplifiées, rarement vérifiées. Mais elles frappaient l'esprit de l'homme avec une force redoutable, car elles promettaient ce que sa vie actuelle ne lui offrait pas immédiatement, l'exceptionnel. Jour après jour, l'homme regardait sa terre avec un œil différent. Ce qui autrefois lui paraissait suffisant lui semblait désormais étroit. Ce qui était stable lui paraissait monotone. Ce qui était sûr devenait, dans son esprit, une preuve de médiocrité. Il ne voyait plus ce que sa terre lui donnait, mais seulement ce qu'elle ne semblait pas lui offrir. Sa perception avait changé, et avec elle, la valeur qu'il accordait à ce qu'il possédait. L'insatisfaction chronique ne surgit pas brutalement. Elle se glisse lentement, presque discrètement. Elle commence par une simple pensée. Et si ailleurs c'était mieux? Puis elle devient une certitude. Ailleurs, c'est forcément mieux. L'homme ne se demandait plus ce qu'il pouvait améliorer là où il se trouvait. Il se demandait seulement comment partir. Sa terre, autrefois source de vie, était devenue à ses yeux un obstacle. Il ne la voyait plus comme un point de départ, mais comme une prison invisible. La fascination pour les promesses extérieures agit alors comme un poison doux. Elle ne détruit pas immédiatement, elle séduit. Les récits de diamants étaient porteurs d'images puissantes, richesse rapide, reconnaissance sociale, admiration des autres, liberté totale. Ces images prenaient de plus en plus de place dans l'esprit de l'homme, jusqu'à occuper tout l'espace mental. Elles effaçaient progressivement la réalité concrète de son quotidien. Il ne vivait plus dans le présent, mais dans un futur imaginaire. Plus il nourrissait ses visions, plus sa propre vie lui semblait fade. Ce n'était pas sa terre qui avait changé, mais son regard. Il ne creusait plus son sol, ni au sens propre, ni au sens figuré. Il cessait de chercher ce qu'il pouvait encore en tirer. Il cessait même de se demander s'il connaissait réellement ce qu'il possédait. L'illusion était complète. Il croyait connaître la valeur de sa terre alors qu'il ne l'avait jamais explorée en profondeur. Le moment décisif arriva lorsque l'idée de partir ne fut plus une option, mais une obsession. À partir de cet instant, rester devenait synonyme d'échec. L'homme se convainquit que chaque jour passé sur cette terre était un jour perdu. Il se mit à percevoir la patience comme une faiblesse et l'attachement comme une erreur. Il ne voulait plus améliorer, il voulait remplacer. Il ne voulait plus construire, il voulait trouver. C'est alors qu'il prit la décision qui scellerait son destin, vendre sa terre. Ce choix fut présenté dans son esprit comme un acte de courage. Il se disait qu'il fallait oser pour réussir, qu'il fallait savoir tout quitter pour gagner gros. Pourtant, cette décision n'était pas guidée par une connaissance approfondie, mais par une ignorance profonde. Il vendit ce qu'il n'avait jamais vraiment compris pour poursuivre ce qu'il ne connaissait pas du tout. La vente fut rapide. L'acheteur ne posa pas beaucoup de questions. Pour lui, la terre avait une valeur évidente, même sans promesse spectaculaire. L'homme, lui, ne chercha pas à savoir ce que l'autre voyait. Il était déjà ailleurs dans sa tête. L'argent qu'il reçut lui sembla une confirmation qu'il faisait le bon choix. Il y vit un moyen, non une alerte.
Il transforma un capital réel en un billet d'entrée vers l'inconnu. Cette décision était irréversible. Une fois la terre vendue, il n'y avait plus de retour possible. Pourtant, à ce moment précis, l'homme se sentait léger. Il croyait avoir fait le choix de la liberté. Il ne voyait pas qu'il venait de renoncer à une base solide pour courir après une promesse fragile. L'illusion était totale, car elle se présentait sous les traits de l'espoir. En quittant sa terre, il emportait avec lui une certitude dangereuse, celle que le bonheur et la richesse se trouvent toujours plus loin que là où l'on est. Cette croyance allait guider chacun de ses pas futurs. Elle allait aussi, lentement mais sûrement, le conduire à sa perte, non pas parce qu'il avait osé partir, mais parce qu'il était parti sans avoir compris ce qu'il quittait. Ce premier acte de la parabole n'est pas seulement l'histoire d'un homme ancien, c'est le reflet d'un mécanisme universel. À cet instant précis, l'homme n'était pas encore pauvre. Il était simplement aveugle. Aveugle à la valeur de ce qu'il possédait. Aveugle au potentiel caché sous la surface. Aveugle au fait que la richesse qu'il convoitait ailleurs exigeait exactement ce qu'il n'avait pas fait chez lui: observer, creuser, comprendre, persévérer. Ainsi commence l'histoire de l'homme qui est parti trop loin. Non pas parce que la distance était grande, mais parce que la rupture intérieure était totale. Il avait quitté sa terre bien avant de quitter son sol. Il avait abandonné la patience, la lucidité et l'exploration intérieure. Et c'est cette rupture, plus que le voyage lui-même, qui allait déterminer la suite de son destin. Une fois la terre vendue et les premiers pas accomplis loin de ce sol qu'il connaissait par cœur, l'homme entra dans une nouvelle phase de sa vie, porté par l'excitation et l'illusion. Les premiers jours de son départ furent tôt marqués par une énergie presque euphorique. Il avait le sentiment d'avoir enfin pris une décision audacieuse, celle que beaucoup rêvent de prendre sans jamais l'oser. Il se répétait intérieurement qu'il était différent, qu'il n'était pas comme ceux qui restent au même endroit toute leur vie. Dans son esprit, il avait déjà gagné une première victoire, celle d'avoir quitté. Mais très vite, la réalité commença à se fissurer. Les terres lointaines qu'il traversait n'étaient pas toutes riches, ni accueillantes. Les paysages changeaient, les climats devenaient plus rudes, et chaque pas exigeait un effort réel. L'homme découvrait que partir n'était pas seulement une question de volonté, mais aussi de résistance. Pourtant, au lieu de remettre en question son choix, il s'accrochait davantage à la promesse des diamants. Plus le chemin devenait difficile, plus il se persuadait que la récompense devait être immense. C'était le seul moyen de justifier ce qu'il avait abandonné. La fascination pour les promesses extérieures ne s'éteignait pas face aux épreuves, elle se renforçait. Chaque difficulté rencontrée devenait dans son esprit une preuve qu'il était sur la bonne voie. Il confondait souffrance et mérite, éloignement et progrès. Il ne se demandait plus si la direction était juste, seulement s'il allait assez loin. Son regard était fixé sur un horizon imaginaire, jamais sur le sol sous ses pieds. Au fil des mois, l'argent issu de la vente de sa terre diminua. Il devait se nourrir, se loger, payer pour des informations souvent incertaines. Des hommes lui promettaient des pistes, des zones riches, des rivières scintillantes. Chacun demandait quelque chose en échange, de l'argent, du temps, de l'énergie. L'homme acceptait presque tout, convaincu que le prochain détour serait le bon. Il croyait toujours que le trésor était juste un peu plus loin. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que sa quête n'était pas fondée sur une connaissance, mais sur un mirage. Il cherchait sans méthode, sans observation approfondie, sans compréhension du terrain. Là où il avait autrefois vécu des années sans jamais analyser réellement son propre sol, il reproduisait le même schéma ailleurs. Il regardait, mais ne voyait pas. Il avançait, mais n'explorait pas. Son erreur ne venait pas du lieu, mais de son rapport à ce qu'il faisait. Avec le temps, l'enthousiasme laissa place à une fatigue profonde. Le corps s'alourdissait, l'esprit devenait plus sombre. L'homme commençait à ressentir le poids de la solitude.
Là où sa terre lui offrait une forme de continuité et de repère, il ne trouvait désormais que l'instabilité. Chaque nouveau départ effaçait le peu qu'il avait construit. Pourtant, il refusait de s'arrêter. Revenir en arrière aurait signifié admettre qu'il s'était trompé. La décision irréversible qu'il avait prise continuait de le guider, mais elle le guidait désormais comme une chaîne invisible. Il n'était plus libre de choisir, seulement obligé de continuer. Son identité s'était liée à cette quête. S'arrêter aurait été, à ses yeux, une trahison envers lui-même. Il préférait perdre peu à peu plutôt que d'affronter l'idée qu'il avait quitté sa terre sans raison valable. Les années passèrent ainsi, rythmées par des espoirs déçus et des promesses non tenues. L'homme vieillissait et son regard changeait. Il devenait plus méfiant, plus silencieux. Il avait vu trop de faux filons, trop de récits enjolivés. Pourtant, au fond de lui, une petite voix persistait. Elle lui murmurait parfois le souvenir de sa terre, la simplicité de sa vie passée, la stabilité qu'il avait abandonnée. Mais cette voix était rapidement étouffée par la honte et l'orgueil. La pauvreté ne s'installa pas brutalement. Elle s'infiltra lentement, presque imperceptiblement. Un jour, l'homme réalisa qu'il n'avait plus rien à vendre. Plus d'argent, plus d'outils, plus de force. Il ne possédait plus que son corps fatigué et ses souvenirs. Les diamants qu'il avait tant cherchés n'étaient jamais apparus. Il avait marché sur des terres inconnues, sans jamais trouver ce qu'il espérait. À ce stade, la plus grande souffrance n'était pas matérielle. Elle était intérieure. L'homme comprenait enfin que son erreur ne résidait pas seulement dans le fait d'être parti, mais dans le fait d'avoir fui sans comprendre. Il n'avait jamais cherché à développer ce qu'il avait. Il avait préféré croire que la richesse devait forcément venir d'ailleurs. Cette prise de conscience arrivait trop tard, car il n'avait plus la force ni les moyens de recommencer. La fin de son parcours fut discrète, presque invisible. Il mourut sans gloire, sans fortune, sans reconnaissance. Son histoire ne fit pas de bruit. Pourtant, elle portait en elle une leçon immense. Il n'était pas mort pauvre parce qu'il manquait d'opportunités, mais parce qu'il n'avait jamais su reconnaître celles qui étaient déjà présentes. Il avait confondu mouvement et progrès, distance et valeur. Pendant ce temps, sur la terre qu'il avait vendue, une autre histoire se déroulait. Le nouvel occupant, sans chercher des richesses lointaines, commença simplement à travailler le sol. En labourant, en observant, en creusant, il découvrit ce que l'ancien propriétaire n'avait jamais vu. Les diamants n'étaient pas visibles en surface. Ils exigeaient patience, attention et profondeur. La richesse était là depuis toujours, silencieuse, attendant d'être reconnue. Ainsi s'achève le récit fondateur de cette parabole. L'homme qui est parti trop loin n'a pas échoué parce qu'il manquait de courage, mais parce qu'il manquait de lucidité. Il n'a pas perdu parce qu'il est resté immobile, mais parce qu'il a refusé de regarder sous ses pieds. Son histoire nous rappelle que la plus grande illusion n'est pas de croire au diamant, mais de croire qu'il se trouve forcément ailleurs. Ce chapitre n'est pas une condamnation du voyage ou de l'ambition. Il est un avertissement contre la fuite aveugle. Il montre que la vraie exploration commence toujours là où l'on se trouve. L'homme n'a pas seulement quitté une terre, il a quitté la possibilité de comprendre. Et c'est cette rupture intérieure, bien plus que la distance parcourue, qui l'a conduit à sa fin. Chapitre 2. La quête illusoire des diamants ailleurs. Dès que l'homme quitta sa terre, une étrange tension s'installa en lui. Chaque pas vers l'inconnu était chargé d'espoir et de crainte, un mélange subtil de désir et d'angoisse. Il croyait fermement que le trésor qu'il cherchait ne pouvait exister que loin de son sol natal, comme si la valeur de sa vie dépendait de la distance parcourue. Cette croyance le poussait à avancer, mais en même temps, elle l'éloignait de la lucidité nécessaire pour reconnaître les richesses déjà présentes autour de lui.
Son esprit était prisonnier de cette idée que la prospérité n'existait que dans l'ailleurs, et il ne voyait pas que sa quête elle-même devenait un piège. Chaque nouveau lieu qu'il atteignait éveillait un mélange d'excitation et de frustration. Au début, il observait les paysages avec un enthousiasme presque enfantin, imaginant les diamants cachés sous chaque pierre, sous chaque colline, dans chaque rivière scintillante. Mais à mesure que les jours se succédaient, sans découverte tangible, l'euphorie initiale s'étiolait, laissant place à une fatigue sourde, à un doute latent qui ne cessait de croître. L'homme se refusait à écouter ces signes intérieurs qui lui murmuraient que la vérité n'était peut-être pas dans le déplacement constant, mais dans l'attention portée à ce qu'il avait quitté. Chaque nouvel échec était rationalisé comme un pas nécessaire vers le succès, un apprentissage indispensable, un chapitre du grand récit de sa vie. L'obsession de ce qui brillait ailleurs devint bientôt le moteur principal de toutes ses actions. Il ne se contentait plus de marcher ou de chercher, il structura sa vie autour de cette obsession. Les heures, les journées, les mois et même les années étaient orchestrés par l'idée qu'il existait un lieu parfait où les diamants attendaient. Dans cette logique, rien ne pouvait rivaliser avec l'attrait de l'ailleurs. La simplicité de sa terre initiale, la sécurité qu'elle offrait et les potentialités invisibles qu'elle recelait ne valaient rien à ses yeux. La valeur n'existait que dans la distance, dans l'effort de trouver ailleurs, dans l'illusion que tout ce qui n'était pas lointain était insignifiant. Cependant, la répétition des échecs commença à laisser des traces profondes. À chaque nouvelle tentative, l'homme investissait non seulement son argent, mais également son énergie mentale et émotionnelle. Chaque promesse non tenue devenait une blessure invisible, une accumulation de frustration et de doute. Il n'était plus seulement confronté à la difficulté de trouver les diamants, mais aussi à la difficulté de supporter le poids de son obsession. Son esprit se rigidifiait, son jugement s'obscurcissait, et il commençait à répéter les mêmes erreurs avec une obstination quasi tragique. Le terrain inconnu qu'il arpentait n'était plus seulement un lieu extérieur, mais un miroir de son agitation intérieure, un reflet de son incapacité à s'ancrer et à observer. Le coût émotionnel était considérable. Chaque échec, chaque détour inutile, chaque promesse trompeuse le rapprochait d'un sentiment croissant de désespoir, de solitude et de colère. L'homme ressentait l'injustice de la vie, la cruauté d'un destin qui semblait toujours échapper à sa portée. Pourtant, malgré ses ressentiments, il persistait. La peur de revenir en arrière, la peur d'admettre qu'il s'était trompé, était plus forte que la douleur elle-même. Il était devenu esclave de sa propre quête, prisonnier de l'idée que seule la distance et l'ailleurs pouvaient lui apporter la satisfaction. La fuite intérieure se manifesta également par un aveuglement constant. L'homme ne voyait pas les signes que la terre qu'il avait quittée, son sol natal, aurait pu lui offrir. Les diamants invisibles de sa vie quotidienne, les opportunités proches et les richesses silencieuses, tout était occulté par son obsession pour l'extérieur. Sa perception se réduisait à ce qu'il n'avait pas, à ce qu'il croyait devoir trouver, au lieu d'explorer ce qu'il possédait déjà. Cette incapacité à observer et à reconnaître le potentiel sous ses pieds était la véritable tragédie de sa quête. Chaque rencontre sur son chemin, chaque conversation avec d'autres voyageurs ou commerçants ne servait qu'à nourrir son obsession. Les récits de richesses lointaines, de trésors inaccessibles, étaient pour lui des preuves supplémentaires que son choix de partir était justifié. Il ne réalisait pas que ceux qui restaient ou qui exploitaient leur environnement immédiat travaillaient dans un rapport réel avec la richesse, tandis que lui continuait à courir derrière des illusions. Son énergie mentale, qui aurait pu être utilisée pour comprendre et développer ce qui était déjà à sa portée, était gaspillée dans une poursuite incessante, sans stratégie ni fondement tangible. Le voyage devint ainsi une forme de prison. Bien qu'il se déplaçât physiquement, il était mentalement et émotionnellement enfermé.
La distance parcourue ne lui apportait pas la liberté qu'il imaginait. Il était lié à une idée, à un désir, à une croyance erronée. Cette prison invisible était renforcée par l'orgueil et la peur. L'orgueil de ne pas vouloir admettre une erreur et la peur de revenir sur ses pas, de montrer qu'il avait mal jugé. Chaque étape de sa route était marquée par cette tension entre l'illusion et la réalité, entre le désir et la lucidité. Dans ce premier bloc du chapitre, il devient clair que la quête de l'homme n'est pas seulement extérieure, elle est profondément intérieure. Chercher ailleurs, croire que la valeur réside uniquement dans le lointain, c'est se détourner de la richesse déjà présente. L'histoire nous enseigne que l'erreur n'est pas de vouloir explorer, mais de ne pas savoir regarder ce que l'on a déjà. La distance ne garantit pas la richesse. La perspicacité et l'attention, elles, peuvent révéler les trésors invisibles qui se trouvent juste sous nos pieds. Alors que l'homme poursuivait sa route, chaque nouvelle destination semblait plus prometteuse que la précédente. Il nourrissait l'idée qu'un lieu précis recelait ce qu'il cherchait, que chaque montagne, rivière ou vallée était la clé de sa prospérité. Mais cette croyance le poussait à négliger un principe fondamental. La valeur n'est pas dans la distance parcourue, mais dans la perception et l'attention que l'on porte à ce que l'on possède. L'illusion de richesse lointaine éclipsera tout ce qu'il avait laissé derrière lui, rendant chaque pas à la fois plus lourd et plus vain. Les jours passaient, et l'homme commençait à sentir la fatigue de l'obsession. Son corps supportait les efforts physiques, mais son esprit s'usait d'une manière que ni repos ni encouragements extérieurs ne pouvaient réparer. Chaque matin, il se levait avec la même excitation qu'au départ, mais chaque soir, il s'endormait avec le sentiment amer d'avoir encore échoué. Ce cycle répétitif engendrait une lassitude profonde, une tension silencieuse qui comprimait ses pensées et ses émotions. Il n'y avait pas seulement l'angoisse de ne pas trouver les diamants, mais aussi l'épuisement de toujours courir après un mirage, de vivre dans un futur hypothétique plutôt que dans le présent tangible. Cette fuite incessante entraînait également des coûts financiers considérables. L'homme investissait son argent dans des outils, des guides, des cartes, des déplacements toujours plus lointains, convaincu que chaque dépense le rapprochait de son but. Mais à mesure que ses ressources diminuaient, la pression mentale s'accentuait. Les erreurs devenaient plus fréquentes et les décisions moins rationnelles. L'économie de son esprit et de son capital matériel se confondaient, créant un cercle vicieux. Plus il dépensait et cherchait, plus il s'enfonçait dans la frustration et le désespoir. Paradoxalement, son obsession pour ce qui brillait ailleurs commençait à obscurcir sa capacité à observer et à apprendre. Les occasions, les indices et les potentialités qu'il rencontrait sur son chemin passaient inaperçus, éclipsés par le désir compulsif de l'extérieur. Là où un esprit attentif aurait pu voir des opportunités, il voyait des distractions. Là où quelqu'un de perspicace aurait pu exploiter les ressources locales, lui cherchait toujours ailleurs. Son jugement, autrefois clair et vif, devenait prisonnier de l'illusion, incapable de discerner la valeur réelle de ce qui l'entourait. La répétition des échecs commençait à laisser des cicatrices invisibles, mais profondes. L'homme se surprenait à douter non seulement des résultats de sa quête, mais de lui-même. Il se demandait si son esprit était assez perspicace, si son intuition n'était pas déficiente, si ses efforts avaient vraiment un sens. Ces questionnements, légitimes à première vue, étaient en réalité alimentés par la croyance que le succès ne pouvait être trouvé qu'à l'extérieur. Chaque obstacle devenait une preuve de l'insuffisance du monde, plutôt qu'une opportunité de mieux comprendre sa propre relation à la richesse. Mais paradoxalement, chaque pas dans cette quête illusoire renforçait une qualité essentielle, la résilience. L'homme développait une endurance mentale face aux frustrations répétées, une capacité à persister malgré la déception et la fatigue.
Même s'il ne réalisait pas que sa persévérance était dirigée vers une illusion, cette force intérieure le préparait à reconnaître et exploiter les vérités invisibles lorsqu'il serait prêt à revenir à l'essentiel. La leçon implicite était que l'expérience elle-même, même basée sur des erreurs, était un catalyseur de maturité et de discernement. L'illusion de l'ailleurs commençait également à dévoiler sa dimension psychologique. La fuite n'était pas seulement physique, mais profondément émotionnelle et mentale. L'homme cherchait à combler un vide intérieur avec des ressources extérieures, croyant que la richesse matérielle pourrait compenser un manque de vision, d'attention ou de compréhension. Chaque déplacement, chaque nouveau lieu, chaque nouvel espoir s'avérait insuffisant pour combler ce vide, révélant que le véritable obstacle n'était pas la distance, mais l'ignorance de son propre potentiel et de ses propres trésors. À ce stade de sa quête, il n'était plus question de simples diamants. L'homme se rendait compte, peut-être inconsciemment, que la véritable valeur était dans la capacité à voir, à comprendre et à apprécier ce qui existait déjà. La terre qu'il avait laissée, avec son sol fertile et ses ressources cachées, était un symbole de l'abondance accessible à tous ceux capables de l'observer et de la cultiver. Mais aveuglé par l'illusion extérieure, il n'en saisissait pas la signification. Il croyait que la richesse n'avait de sens que si elle était lointaine et exceptionnelle, ignorant que l'extraordinaire réside souvent dans l'ordinaire bien perçu et exploité. La quête illusoire, telle qu'elle est décrite dans ce chapitre, est une parabole universelle. Elle illustre combien les hommes ont tendance à négliger ce qui est proche et concret au profit d'une vision embellie et lointaine. Elle montre comment l'obsession pour l'extérieur peut transformer une vie stable et riche de potentiel en une errance frustrante et stérile. Mais elle montre aussi que cette errance, si elle est vécue avec conscience, prépare l'esprit à reconnaître un jour les vérités fondamentales de l'existence. La leçon est claire. Chercher ailleurs peut enseigner beaucoup sur la patience, la persévérance et la résilience. Mais il ne faut jamais perdre de vue que les véritables diamants, ceux qui transforment réellement la vie, sont souvent là où nous avons déjà posé nos pieds. Comprendre et accepter cette réalité, avant de continuer à courir, est la clé de toute prospérité véritable et durable. Chapitre 3. La terre abandonnée, ce que nous quittons sans le savoir. L'homme qui avait vendu sa terre pour poursuivre des diamants imaginaires n'était pas un simple rêveur naïf. Il était représentatif d'une tendance universelle que l'on retrouve dans toutes les sociétés et à toutes les époques. Mépriser ce que l'on possède parce que c'est trop proche, trop familier, trop ordinaire pour attirer notre attention. La terre qu'il laissait derrière lui, celle qu'il avait connue depuis l'enfance, était riche en promesses invisibles. Mais sa perception était aveuglée par l'idée que seule l'aventure lointaine pouvait produire la grandeur et la richesse. Chaque arbre, chaque rocher et chaque parcelle de son terrain possédait un potentiel inexploré, et pourtant, il les considérait comme insignifiants, comme des éléments statiques et dépourvus de valeur. Il existe un paradoxe profond dans la nature humaine. Ce qui est sous nos yeux depuis toujours devient souvent invisible à notre esprit. L'homme ne voyait pas que sa terre était un véritable concentré de ressources et d'opportunités. Chaque sol fertile, chaque rivière, chaque colline était une métaphore de potentiel inexploité, mais son désir de grandeur l'éloignait de la reconnaissance de cette richesse immédiate. Cette ignorance n'était pas le fruit d'une incapacité intellectuelle, mais d'une condition mentale qui transforme l'ordinaire en banalité et l'accessibilité en insatisfaction. La familiarité engendre le mépris, et ce mépris silencieux devient le moteur du gaspillage de notre propre patrimoine. Le véritable drame ne réside pas seulement dans la perte matérielle, mais dans le gâchis intérieur. En quittant sa terre, l'homme ne perdait pas uniquement les richesses cachées dans son sol,
il abandonnait également l'opportunité de cultiver sa propre capacité à percevoir et à exploiter ce qu'il avait déjà. Les talents personnels, les compétences, l'ingéniosité et l'expérience accumulées au fil des années étaient laissés de côté, invisibles à ses yeux. Ce qu'il considérait comme des acquis ordinaires étaient en réalité les pierres angulaires de tout succès futur. Le véritable diamant de la prospérité n'est pas seulement dans la matière, mais dans la maîtrise et la conscience de ses propres moyens. Son départ précipité démontre également comment l'insatisfaction chronique influence les décisions. L'homme ne cherchait pas simplement à améliorer sa situation. Il cherchait une grandeur qui semblait impossible dans son environnement actuel. Cette quête pour des diamants lointains est en réalité une fuite intérieure, une tentative de combler un vide que la richesse matérielle ne pourrait jamais satisfaire. La terre qu'il abandonnait représentait tout ce qu'il avait construit, appris et expérimenté. En la quittant, il s'éloignait de la source de sa propre stabilité et de sa capacité à créer de la valeur. Les talents humains ignorés ou sous-estimés suivent le même schéma. Nous possédons tous des compétences, des idées et des ressources que nous considérons comme ordinaires parce qu'elles font partie de notre quotidien. Pourtant, ces mêmes talents, s'ils étaient appliqués avec intention et conscience, pourraient produire des résultats extraordinaires. La banalisation de ce que l'on possède déjà est une des erreurs les plus silencieuses mais les plus destructrices de la condition humaine. Chaque individu est assis sur un potentiel qui pourrait transformer sa vie, mais l'ignorance de ce potentiel conduit souvent à des errances inutiles et coûteuses. Barnum aurait parfaitement reconnu ce comportement. L'homme fuit ce qui est immédiat pour poursuivre l'illusion d'une opportunité parfaite ailleurs. Ce comportement illustre un mécanisme universel d'aveuglement psychologique. Nous avons tendance à considérer la nouveauté et la distance comme intrinsèquement supérieures, comme si la valeur était proportionnelle à l'éloignement ou à la rareté. La proximité engendre l'habitude, et l'habitude engendre le mépris. Ce cycle explique pourquoi tant d'individus passent leur vie à chercher des réussites lointaines alors que les bases de leur prospérité sont déjà présentes dans leur environnement immédiat. Mais la terre abandonnée n'est pas seulement un symbole extérieur, elle représente également l'opportunité intérieure que l'homme laisse passer. Chaque compétence, chaque capacité de réflexion, chaque expérience accumulée est un diamant en puissance mais non reconnu. Ignorer ses propres ressources est une forme subtile de pauvreté intérieure. Le véritable trésor n'est pas seulement matériel, il est dans la capacité de voir et d'exploiter ce qui existe déjà. En quittant sa terre, l'homme abandonne non seulement la richesse tangible, mais aussi la richesse de l'attention, de la perspicacité et de la compréhension. Le drame silencieux du gâchis personnel se manifeste aussi dans le temps perdu. Les années consacrées à courir après l'extérieur auraient pu être investies dans l'exploration et le développement de ses propres ressources. Chaque pas vers l'illusion était un pas loin de la réalité et du potentiel. Le temps, comme le sol de sa terre, contient des richesses que l'on ne peut remplacer une fois perdues. La négligence de l'instant présent et de ce que l'on possède déjà est l'une des erreurs les plus coûteuses en termes de croissance personnelle et de prospérité. Il est également essentiel de noter que cette banalisation ne concerne pas seulement les biens matériels. Les relations, les connaissances, les opportunités de croissance et même les expériences quotidiennes sont souvent sous-estimées parce qu'elles sont perçues comme banales. Pourtant, chacune de ces ressources a le potentiel d'agir comme un catalyseur de succès si elle est exploitée avec conscience. L'homme qui vend sa terre pour chercher des diamants ignorait que les véritables richesses résident souvent dans ce que nous considérons comme ordinaire. Enfin, le chapitre met en lumière l'importance de la gratitude et de la reconnaissance. Reconnaître la valeur de ce que l'on possède est le premier pas vers l'abondance réelle. L'homme qui abandonne sa terre pour poursuivre l'illusion extérieure montre que sans perception claire,
Sans conscience de ses propres ressources, même les efforts les plus intenses peuvent rester vains. La prospérité commence par la reconnaissance de ce qui est déjà présent, et non par la poursuite d'un mirage lointain. Ce chapitre nous enseigne que l'aveuglement volontaire face à nos propres ressources conduit à la frustration, à la perte et au regret. La terre abandonnée devient alors une métaphore de chaque opportunité que nous négligeons, de chaque talent que nous ignorons et de chaque diamant caché sous nos pieds. Le véritable triomphe, comme le souligne l'histoire, ne réside pas dans ce que l'on trouve ailleurs, mais dans la capacité de voir et de cultiver ce que nous possédons déjà. Chapitre 4. Celui qui voit ce que l'autre n'a pas vu. L'histoire de la terre abandonnée atteint son point culminant lorsqu'un nouveau propriétaire prend possession de ce que l'homme précédent avait négligé. Contrairement à celui qui avait vendu ses terres en quête d'une richesse illusoire ailleurs, ce nouvel acquéreur possède un regard différent, affiné par la patience et par la capacité d'observer là où les autres passent sans voir. Dès le premier jour, il perçoit des subtilités que son prédécesseur n'avait jamais remarquées. La texture du sol, l'alignement naturel des pierres, les reflets particuliers de certains rochers sous la lumière du soleil, et les parcelles de terrain qui, en apparence ordinaire, recèlent un potentiel inouï. Ce regard attentif est le fruit d'une curiosité cultivée, d'une capacité à prêter attention aux détails invisibles et à envisager la richesse non comme un but immédiat, mais comme un processus d'exploration. La patience joue ici un rôle fondamental, là où l'homme précédent avait agi dans la précipitation et sous l'emprise de l'insatisfaction, le nouveau propriétaire avance avec un rythme réfléchi. Il sait que toute valeur n'est pas immédiatement visible et qu'il faut parfois attendre, observer et comprendre pour découvrir le véritable potentiel d'un lieu ou d'une situation. Ce chapitre illustre parfaitement l'importance de la patience comme qualité essentielle à la prospérité durable. En prenant le temps de regarder et d'analyser, il évite le piège de l'illusion et de l'urgence qui conduit à des décisions impulsives et souvent coûteuses. Le rôle de la connaissance et de la curiosité est également mis en évidence. Le nouveau propriétaire ne se contente pas de regarder la surface. Il cherche à comprendre les mécanismes sous-jacents de ce qu'il possède. Chaque pierre, chaque parcelle de terre est analysée, non pas pour un gain immédiat, mais pour comprendre son potentiel latent. Il applique une méthode silencieuse mais constante. Observer, questionner, tester et apprendre. Cette approche permet de découvrir ce que l'œil non averti ne peut percevoir. Les diamants n'étaient pas invisibles en soi, mais il fallait savoir où et comment les chercher. L'homme initial avait ignoré cette nécessité, laissant passer ce qui était déjà à sa portée. Ce chapitre démontre également comment la perception humaine façonne la réalité. La richesse n'existe pas uniquement dans l'objet ou le lieu. Elle est en grande partie dans la capacité à voir, à interpréter et à comprendre. Le nouveau propriétaire montre que la prospérité n'est pas une question de chance, mais de discernement et de conscience. Il transforme ce qui est banal en opportunité grâce à son regard différent. La leçon essentielle est que ce n'est pas ce que l'on possède qui crée la richesse, mais la manière dont on le perçoit et l'exploite. La terre était la même que celle abandonnée, mais l'approche et l'attitude changeaient tout. Le processus de découverte est progressif et nécessite de l'attention constante. Ce n'est pas une révélation instantanée, mais un enchaînement d'observations et de constats qui finissent par révéler la valeur cachée. Chaque jour, le nouveau propriétaire identifie une parcelle où la terre brille différemment, une pierre qui capte la lumière d'une manière particulière, un coin où la végétation indique la présence de minéraux précieux. Ces indices, invisibles pour celui qui cherchait ailleurs, deviennent des guides pour une exploitation réfléchie et méthodique. L'histoire montre ainsi que le vrai succès repose sur la capacité à remarquer l'invisible, à reconnaître la valeur là où d'autres ne voient que l'ordinaire,
et à persister dans l'observation et l'apprentissage. La révélation finale de ce chapitre est d'une puissance symbolique indéniable. Les diamants étaient là depuis toujours. Ce que l'homme précédent considérait comme une terre ordinaire, dépourvue de valeur, était en réalité un trésor latent, attendant d'être reconnu. Cette découverte n'est pas le fruit du hasard, mais de la capacité à regarder différemment, à valoriser l'invisible et à comprendre que la richesse, souvent, ne réside pas dans ce que l'on n'a pas, mais dans ce que l'on possède déjà et que l'on ne voit pas. Il s'agit d'une leçon universelle applicable dans tous les domaines de la vie. Talents ignorés, relations sous-estimées, connaissances négligées, opportunités banalisées. Tout ce que nous cherchons ailleurs est souvent déjà sous nos yeux, attendant un regard attentif et une conscience éveillée pour être révélé. Le chapitre illustre également le contraste entre deux attitudes mentales, celle qui fuit l'instant présent, insatisfaite et aveuglée par la promesse d'un ailleurs inaccessible, et celle qui embrasse le réel avec curiosité et attention. Cette seconde approche conduit non seulement à la découverte de richesses matérielles, mais également à une forme de sagesse intérieure. Voir ce que l'autre n'a pas vu, c'est comprendre que la prospérité est d'abord une question de conscience et de perception, et que l'action n'a de sens que lorsqu'elle est guidée par l'observation, la réflexion et l'intuition. Enfin, le chapitre enseigne une vérité profonde sur la vie et le succès. Ce n'est pas le hasard, la chance ou l'éloignement qui produit la richesse, mais la combinaison de patience, de curiosité, de discernement et de persévérance. Le nouveau propriétaire ne trouve pas un diamant par miracle. Il le découvre parce qu'il a appris à voir, à écouter et à comprendre. La terre, le talent, l'opportunité ou la situation étaient là depuis toujours. Il fallait simplement le regard juste pour les révéler. La prospérité commence donc par l'attention portée à ce que l'on possède déjà, par l'exploitation consciente de son environnement immédiat, et par la capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire grâce à un regard éclairé et patient. Chapitre 5. La tragédie de l'homme qui n'a jamais su. L'histoire de l'homme qui a vendu sa terre à la recherche de diamants ailleurs atteint ici sa dimension la plus tragique. Ce chapitre explore en profondeur le contraste entre les deux destins, celui qui a fui son héritage immédiat en quête d'un succès illusoire, et celui qui a su observer et reconnaître la valeur là où elle se trouvait depuis toujours. L'homme initial incarne une forme universelle d'ignorance volontaire et d'aveuglement intérieur, une cécité qui ne se limite pas aux biens matériels, mais qui s'étend aux talents, aux opportunités et aux leçons de la vie. Sa tragédie est d'autant plus douloureuse qu'il possédait déjà tout ce dont il avait besoin pour prospérer et qu'il a choisi de l'ignorer, laissant son potentiel inexploité et son esprit prisonnier d'une quête vaine. Dès le départ, ce chapitre met en lumière le poids de l'ignorance sur le destin humain. L'homme ne meurt pas seulement pauvre en termes matériels, mais également pauvre en expérience et en compréhension de lui-même. Chaque choix qu'il a fait, chaque pas qu'il a entrepris vers des lieux lointains et des promesses séduisantes, l'a éloigné de ce qui était véritablement précieux. Le récit insiste sur le caractère cumulatif de ses erreurs. Ce ne sont pas les échecs isolés qui forgent sa tragédie, mais la succession d'actions guidées par l'illusion et par le désir de ce qui est hors de portée. La pauvreté dans laquelle il meurt n'est pas une question de malchance, mais de décisions systématiquement mal orientées. Ce chapitre montre également la douleur silencieuse d'une vie mal orientée. L'homme ressent, souvent sans s'en rendre compte, un vide intérieur et une insatisfaction chronique. Même au cours de sa quête, les résultats ne comblent jamais son désir. Il est comme poussé par une force extérieure, incapable de s'arrêter pour observer ce qu'il possède déjà. Chaque étape de sa vie devient ainsi un rappel de ce qu'il perd à chaque moment. Le temps, l'énergie et surtout la conscience de sa propre valeur. Cette douleur invisible mais profonde illustre comment l'ignorance volontaire, lorsqu'elle est prolongée,
devient un poids presque insurmontable, capable de marquer toute une existence. La tragédie de cet homme souligne aussi le contraste avec celui qui a su voir et reconnaître la richesse sous ses pieds. Là où le premier meurt dans la pauvreté et le regret, le second trouve abondance et succès dans ce qui semblait insignifiant. Ce contraste n'est pas uniquement matériel, il est surtout spirituel et intellectuel. Il met en lumière la différence entre une vie vécue dans l'illusion et une vie vécue avec conscience, patience et discernement. La richesse véritable n'est jamais simplement celle que l'on possède ou que l'on acquiert, elle est celle que l'on perçoit, celle que l'on comprend et celle que l'on exploite avec intelligence et constance. Ce chapitre explore également les leçons universelles que cette tragédie offre aux lecteurs modernes. Chaque lecteur est invité à réfléchir à ses propres terres ignorées, aux opportunités et aux talents qu'il laisse passer sans les voir. La tragédie de l'homme qui n'a jamais su devient un miroir des comportements humains contemporains. Combien de personnes investissent-elles leur énergie à chercher ailleurs ce qui est déjà à leur portée? Combien passent-elles à côté de leur potentiel réel en poursuivant des illusions séduisantes mais vides? Le récit pousse à une introspection profonde, incitant chacun à identifier les diamants sous ses pieds avant qu'il ne soit trop tard. La dimension émotionnelle du chapitre est également cruciale. On y ressent la lourdeur de l'incompréhension et de la frustration accumulée au fil du temps. La répétition des erreurs, le manque de vision et l'obsession de ce qui est éloigné créent un mélange de regret et de désespoir. La tragédie n'est pas uniquement dans la pauvreté matérielle, mais dans la conscience que l'on a gaspillé des ressources et des talents sans jamais s'en apercevoir. L'homme meurt pauvre, mais surtout incapable de transformer sa vie malgré les moyens à sa disposition, illustrant ainsi une vérité intemporelle. La réussite nécessite avant tout la reconnaissance et l'exploitation consciente de ce que l'on possède déjà. Ce chapitre démontre enfin que la tragédie humaine réside dans la dissonance entre potentiel et action. L'homme qui n'a jamais su n'a pas manqué de travail ou de capacité. Il a manqué de discernement et de vision. L'histoire souligne que le talent, la possession et les opportunités sont inutiles si l'esprit qui les possède ne sait pas les reconnaître et les valoriser. La vie devient alors un enchaînement d'échecs évitables, chacun renforçant le poids de la prochaine décision mal orientée. La tragédie de l'homme qui n'a jamais su n'est pas seulement un récit sur un homme qui a perdu sa richesse potentielle. C'est un avertissement universel sur l'importance de la conscience, de la perception et de la valeur de ce que l'on possède déjà. Ce chapitre nous enseigne que la prospérité n'est pas une question de chance ou de déplacement constant à la recherche de quelque chose de meilleur, mais de savoir observer, comprendre et cultiver ce qui est déjà présent. L'échec de l'homme qui n'a jamais su devient ainsi une leçon sur l'aveuglement volontaire et sur les conséquences inévitables de négliger les diamants qui se trouvent sous nos pieds, révélant que l'opportunité véritable ne se trouve pas ailleurs mais à portée de conscience. Chapitre 6. Pourquoi nous ne voyons pas nos diamants? Dans la vie de chaque individu, il existe un phénomène presque universel, l'aveuglement face à ce que l'on possède déjà. Ce chapitre explore cette réalité avec une profondeur psychologique et pratique, révélant comment l'esprit humain, souvent sans le savoir, se détourne de sa propre richesse et de ses propres potentialités. La métaphore des diamants, présente tout au long du livre, illustre cette vérité intemporelle. Ce que nous cherchons à l'extérieur, dans des lieux éloignés ou des situations idéalisées, est souvent à portée de nos pieds. L'homme qui a vendu sa terre pour courir après des diamants illusoires représente chacun d'entre nous à des moments où nous ignorons nos ressources et notre valeur intrinsèque. Le premier facteur de cet aveuglement est la comparaison constante avec les autres. La société nous pousse à évaluer notre vie,
non pas en fonction de notre propre potentiel ou de nos possessions, mais par rapport à ceux qui semblent réussir ailleurs. Nous voyons les réussites des autres comme des standards de vie à atteindre, oubliant que chaque parcours est unique et que les opportunités sont souvent différentes pour chacun. Cette comparaison déplace notre attention de ce que nous possédons déjà vers ce que nous croyons manquer, créant une frustration constante et un sentiment d'insuffisance. Les diamants sous nos pieds, symboles de potentiel et de ressources existantes, deviennent invisibles parce que nous sommes occupés à scruter l'horizon, à chercher ce qui brille plus loin, sans reconnaître la richesse immédiate. Ensuite, l'influence des récits et des mythes de réussite renforce cet aveuglement. Les histoires médiatisées, les succès spectaculaires et les parcours idéalisés cultivent l'idée que tout ce qui est précieux se trouve ailleurs, loin de notre quotidien et de nos efforts personnels. Nous internalisons ces messages, convaincus que notre propre environnement est insuffisant ou banal. Ce conditionnement crée une distorsion de la perception. Nous croyons que le bonheur, la réussite et la prospérité se situent toujours au-delà de nos actions et de nos possessions actuelles. L'homme de la parabole vend sa terre non pas par nécessité, mais parce qu'il a été persuadé que sa fortune résidait ailleurs, une fortune qui aurait pu être exploitée simplement en observant et en travaillant avec ce qu'il avait déjà. Le manque de confiance en soi constitue un autre obstacle majeur. Même lorsqu'un individu possède des talents, des connaissances ou des ressources, l'incapacité à reconnaître leur valeur bloque la manifestation de leur potentiel. La peur de l'échec, le doute sur ses capacités et le sentiment de ne pas mériter ce que l'on possède inhibent l'action et l'appréciation consciente de nos propres diamants. La confiance n'est pas seulement une question de courage extérieur, mais de conviction intérieure que ce que l'on détient a de la valeur et peut être transformé en succès tangible. Sans cette confiance, nous restons aveugles à nos propres opportunités, incapables de percevoir que les ressources nécessaires pour prospérer sont déjà présentes dans notre vie. L'illusion du « ailleurs meilleur » est l'un des pièges les plus puissants de l'esprit humain. Nous idéalisons des lieux, des métiers ou des situations, persuadés qu'ils détiennent un pouvoir magique de transformer notre existence. Cette croyance nous détourne de la valeur réelle de notre situation présente et nous empêche de voir que les mêmes éléments de réussite et d'abondance peuvent être cultivés là où nous sommes. L'homme de la parabole part loin, croyant que seule une terre étrangère peut contenir la richesse qu'il recherche, alors que ses propres terres étaient déjà riches et fertiles. Cette illusion de l'ailleurs meilleur génère des efforts, de l'énergie et du temps gaspillés, au lieu de focaliser sur le potentiel immédiat que nous possédons. Enfin, le refus de creuser là où l'on se tient symbolise l'ignorance volontaire ou inconsciente. Creuser, c'est examiner profondément nos ressources, nos compétences et nos opportunités, et y investir du temps et de l'énergie. Mais beaucoup préfèrent chercher ailleurs, persuadés que ce qui est proche n'a pas de valeur ou qu'il est trop banal pour produire des résultats exceptionnels. Cette réticence à explorer et à exploiter ce qui est sous nos pieds est à la base de nombreux échecs, non pas par manque de moyens, mais par manque de vision et de persévérance. La prospérité réelle demande de la patience, de l'attention et de la capacité à reconnaître la valeur de ce que l'on possède déjà. Chapitre 6. Pourquoi nous ne voyons pas nos diamants révèle ainsi plusieurs vérités universelles. L'aveuglement face à nos ressources est un produit de la comparaison sociale, de l'influence des récits de réussite, du manque de confiance en soi, de l'illusion de l'ailleurs meilleur et de notre refus de creuser dans notre propre vie. Chaque élément contribue à nous faire ignorer notre richesse réelle, nous faisant courir après des mirages. Le message du livre nous invite à observer, à réfléchir et à reconnaître la valeur de nos diamants avant de les abandonner pour des illusions séduisantes.
Ce chapitre est à la fois une mise en garde et un appel à la lucidité. Il nous encourage à reconsidérer notre perception de la réussite et de l'abondance, à investir dans nos talents et nos opportunités existantes et à comprendre que la prospérité durable commence par l'attention consciente portée à ce que nous possédons déjà. L'homme qui a vendu sa terre est un exemple extrême, mais chacun peut reconnaître dans sa vie des situations où la richesse immédiate a été ignorée au profit d'une quête lointaine. Ce chapitre nous enseigne que la richesse, qu'elle soit matérielle, intellectuelle ou spirituelle, ne se trouve pas ailleurs, mais bien là où nous nous tenons. L'aveuglement est un choix, souvent inconscient, et seule la conscience, la patience et l'exploration profonde peuvent révéler les trésors cachés sous nos pieds. La véritable prospérité commence par cette reconnaissance et par l'action sur ce que l'on possède déjà. Chapitre 7. Les diamants modernes. Talent, opportunité, environnement. Dans notre monde contemporain, la métaphore des diamants prend une dimension nouvelle, plus subtile et profondément liée à notre vie quotidienne. Ce chapitre explore comment les richesses d'aujourd'hui ne sont pas forcément matérielles, mais se manifestent à travers nos talents, nos idées, nos expériences et même notre environnement immédiat. Tout comme dans la parabole originelle de Russell H. Conwell, où l'homme ignore les diamants enfouis dans sa terre pour chercher ailleurs, nous tendons à négliger ce que nous possédons déjà, qu'il s'agisse de compétences naturelles, de réseaux ou des ressources cachées dans nos vies ordinaires. Comprendre ces diamants modernes est essentiel pour transformer notre quotidien en terrain fertile pour la réussite. L'un des premiers aspects à considérer est celui des talents personnels. Chaque individu possède des capacités uniques, souvent si familières qu'elles paraissent insignifiantes. Nous utilisons certaines compétences de manière automatique sans les reconnaître comme des atouts potentiellement puissants. Ces talents, qu'ils soient créatifs, intellectuels, organisationnels ou relationnels, constituent des diamants modernes sous-exploités. Le problème réside dans notre tendance à les banaliser ou à les comparer avec les aptitudes exceptionnelles des autres, créant un sentiment d'insuffisance ou d'inadéquation. Pourtant, la maîtrise et l'exploitation consciente de ces talents, combinés à de la discipline et de l'attention, peuvent générer des résultats extraordinaires et durables, tout comme l'homme qui aurait pu trouver des diamants sur sa propre terre. Les idées constituent un autre diamant moderne incontournable. Dans une époque où l'information circule à grande vitesse et où l'innovation est valorisée, la capacité à générer, cultiver et transformer des idées est un avantage stratégique considérable. Chaque idée, aussi modeste soit-elle, a le potentiel de se transformer en opportunité tangible si elle est nourrie et exploitée avec intelligence. Malheureusement, beaucoup passent à côté de ces diamants intellectuels en sous-estimant leur valeur ou en croyant que seules les idées révolutionnaires méritent attention. L'homme qui court après des diamants imaginaires reflète notre propre tendance à ignorer nos pensées créatives, alors que ce sont elles qui peuvent réellement changer notre réalité. L'environnement dans lequel nous évoluons est également une source de richesse souvent négligée. La ville où nous vivons, les communautés auxquelles nous appartenons, les informations que nous consommons et les réseaux que nous fréquentons sont autant de diamants invisibles. Un environnement propice peut amplifier nos talents, nos idées et nos ambitions, tandis qu'un environnement négligé ou toxique peut étouffer notre potentiel. Reconnaître les opportunités cachées dans notre quotidien demande observation, discernement et ouverture d'esprit. Tout comme le nouveau propriétaire de la terre a su voir les diamants que l'ancien avait ignorés, nous devons apprendre à identifier et à valoriser les ressources de notre cadre immédiat. L'expérience accumulée constitue un autre diamant moderne de grande valeur. Les erreurs, les échecs et les défis rencontrés tout au long de la vie ne sont pas de simples obstacles, ils sont des mines de connaissances et de résilience. Ceux qui apprennent à transformer ces expériences en enseignements exploitables
possèdent un trésor que beaucoup d'autres négligent. Trop souvent, nous courons après des expériences nouvelles et spectaculaires, croyant que seules elles peuvent enrichir notre parcours, alors que nos expériences passées, correctement analysées et intégrées, recèlent une richesse immense. L'homme qui vend sa terre pour chercher des diamants à l'extérieur illustre parfaitement cette incapacité à tirer profit de ce que l'on possède déjà. Le potentiel du quotidien est également une mine inexploitée. Chaque tâche, chaque interaction et chaque moment offrent l'opportunité de créer de la valeur. Le geste simple de perfectionner une compétence, de nourrir une relation ou d'appliquer une idée dans un projet concret peut générer des résultats surprenants. L'ordinaire, lorsqu'il est abordé avec conscience et intention, se transforme en extraordinaire. Ce principe nous rappelle que la prospérité et le succès ne sont pas nécessairement liés à des exploits spectaculaires, mais à la capacité de reconnaître et de mobiliser ce qui est déjà à notre portée. Les diamants modernes ne sont pas seulement individuels, ils incluent aussi les relations et les réseaux sociaux. Les personnes qui nous entourent peuvent être des sources d'opportunités, de connaissances et de soutien. Cependant, beaucoup ignorent cette richesse relationnelle, pensant que les chances de réussite résident uniquement dans leurs actions ou dans des contextes extérieurs. La collaboration, le mentorat et l'entraide sont autant de moyens d'exploiter ces diamants invisibles, créant un effet multiplicateur de valeur dans la vie personnelle et professionnelle. Enfin, la combinaison de tous ces éléments, talents, idées, environnement, expérience et relations, constitue la véritable essence des diamants modernes. Contrairement aux diamants physiques, ces ressources sont accessibles à tous, indépendamment de la fortune ou du statut social. Leur exploitation consciente exige seulement de l'attention, de la patience et une volonté d'investir dans ce que l'on possède déjà. La prospérité durable ne réside pas dans la quête frénétique de l'extérieur, mais dans la reconnaissance et la mobilisation de ces richesses intérieures et immédiates. Ces paroles démontrent ainsi que la richesse n'est plus simplement matérielle et que les trésors de la vie contemporaine sont souvent invisibles à l'œil non averti. La capacité à voir et à exploiter ces diamants modernes transforme non seulement notre perception de la réussite, mais également notre manière d'agir, de créer et de prospérer. En prenant conscience de ces ressources, en cultivant nos talents, en valorisant nos idées, en observant notre environnement et en utilisant nos expériences comme levier, nous pouvons transformer notre vie ordinaire en une existence riche, épanouissante et pleine de possibilités. Ces diamants modernes ne se trouvent pas au bout du monde. Ils sont sous nos yeux, à portée de nos mains et profondément ancrés dans notre quotidien. La clé réside dans la conscience, l'observation et la détermination à transformer l'ordinaire en extraordinaire. Chapitre 8. Creuser là où tu es. Dans notre quête de réussite, nous avons souvent tendance à croire que la richesse et les opportunités se trouvent toujours ailleurs, à des milliers de kilomètres, dans des contextes inconnus ou auprès de personnes considérées comme plus chanceuses ou mieux préparées. Ce chapitre central rappelle l'inverse. La véritable prospérité commence par l'engagement conscient dans le lieu et la situation où nous nous trouvons. La métaphore des diamants, introduite par Russell H. Conwell, illustre parfaitement cette idée. L'homme qui vend sa terre pour chercher des richesses au loin symbolise la dispersion et l'impatience, alors que celui qui prend le temps de creuser là où il se tient découvre les trésors déjà enfouis sous ses pieds. Cette leçon va bien au-delà de la richesse matérielle et touche à l'organisation de nos actions, de nos idées et de notre temps. Le premier principe de cette approche est la valorisation de ce que nous avons immédiatement sous la main. Les talents personnels, les compétences acquises au fil du temps et même les réseaux existants constituent des diamants silencieux que l'on ignore souvent. Combien de fois avons-nous cherché des solutions complexes à nos problèmes, alors que la réponse était dans nos mains?
dans notre environnement quotidien ou dans nos expériences accumulées. L'engagement local ne signifie pas se limiter, mais comprendre qu'investir dans ce que l'on possède déjà, l'améliorer et le transformer, génère des résultats souvent supérieurs à ceux obtenus par la recherche frénétique d'opportunités lointaines. La patience et la constance sont des atouts cruciaux. Un travail minutieux, répété et attentif finit par produire des résultats durables que l'on n'obtient jamais par la dispersion ou la précipitation. Un autre aspect essentiel réside dans l'approfondissement plutôt que la multiplication des actions superficielles. Beaucoup commettent l'erreur de vouloir tout essayer, de multiplier les projets, de se disperser entre différentes idées ou lieux, croyant que la diversité est synonyme de richesse. Or, cette approche dilue l'énergie, diminue la concentration et réduit l'impact réel de nos efforts. Creuser là où l'on est implique une focalisation stratégique, une compréhension approfondie des ressources disponibles et une capacité à exploiter pleinement ce qui est déjà présent. Le succès durable n'est jamais le fruit de la dispersion, mais le résultat d'une accumulation de petits efforts concentrés, de réflexions stratégiques et de choix répétés dans un cadre défini. La patience est également un facteur décisif. La plupart des personnes abandonnent avant que les fruits de leur travail ne se manifestent pleinement. L'homme qui court après les diamants au loin ignore le temps nécessaire à la maturation du potentiel de sa propre terre. De la même manière, nos compétences, nos projets et nos relations demandent du temps pour atteindre leur plein potentiel. Cultiver cette patience n'est pas passif. Il s'agit d'un engagement actif à continuer à travailler, à observer, à apprendre et à ajuster ses actions tout en sachant que les résultats viendront au moment opportun. La prospérité durable exige cette discipline intérieure qui différencie ceux qui réussissent véritablement de ceux qui abandonnent trop tôt. L'importance du travail silencieux avant la reconnaissance publique est une autre dimension fondamentale. La tentation de l'exhibition, de la gratification instantanée ou de la validation extérieure peut détourner de l'essentiel. La véritable richesse se construit souvent dans l'ombre, loin des regards et des applaudissements immédiats. Chaque effort, chaque décision réfléchie et chaque compétence perfectionnée constituent un diamant invisible que seule la constance révèle à terme. Les grandes réussites, historiques ou contemporaines, partagent cette caractéristique. Elles sont l'aboutissement d'un travail discret mais persévérant, effectué avec engagement et discipline, là où l'on se trouve réellement avant de rayonner vers le monde extérieur. Enfin, l'engagement local ne se limite pas à soi-même. Il inclut également la contribution à son environnement immédiat, aux personnes autour de nous et aux situations que nous pouvons influencer directement. Aider, partager, enseigner ou enrichir ce qui nous entoure multiplie les opportunités et crée un effet boule de neige de prospérité. Les ressources ne se limitent pas à ce que nous détenons matériellement ou intellectuellement. Elles incluent également ce que nous pouvons activer et amplifier autour de nous. Creuser là où l'on est devient ainsi un acte stratégique et spirituel. Il transforme le quotidien en un terrain fertile pour la réussite, en révélant la valeur de ce que l'on possède déjà, tout en préparant un futur riche et durable. Creuser là où tu es démontre ainsi que la quête de prospérité ne nécessite pas toujours de se déplacer, de chercher loin ou de courir après des illusions. La vraie richesse réside dans la capacité à reconnaître et exploiter les diamants invisibles de notre quotidien, nos compétences, notre environnement, nos relations, nos idées et notre patience. C'est en cultivant ces ressources présentes, avec constance, engagement et discernement, que l'on peut atteindre une prospérité durable et profonde qui ne dépend pas de la chance ou de la rareté, mais de notre capacité à travailler et à creuser là où nous nous tenons réellement. Chapitre 9. La réussite redéfinie par Conwell. La véritable réussite ne se mesure pas uniquement en termes de richesse matérielle ou de possession visible.
La réussite redéfinie par Conwell nous enseigne que la prospérité authentique naît de l'équilibre entre l'accomplissement personnel et l'impact positif que l'on crée autour de soi. Cette perspective bouleverse les idées reçues sur le succès en mettant en lumière que le gain réel ne provient pas d'une accumulation égoïste, mais d'une capacité à servir, à élever et à enrichir la vie des autres tout en construisant sa propre voie. Conwell utilise la parabole des diamants pour illustrer ce principe fondamental. Ceux qui comprennent que la richesse ne réside pas seulement dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on le met au service du bien commun, découvrent un type de succès bien plus profond et durable que la simple accumulation d'argent. Le premier élément de cette vision est le rôle du service. Chercher à s'enrichir sans considérer l'impact sur les autres produit un succès fragile, souvent accompagné de vide intérieur et de regrets. À l'inverse, ceux qui adoptent une approche éthique voient leurs efforts multipliés, car leur travail crée une valeur réelle et tangible pour leur entourage. La prospérité morale devient alors inséparable de la prospérité matérielle. L'une soutient l'autre et leur combinaison génère une puissance durable. Conwell insiste sur ce point en montrant que le véritable succès éthique ne se limite pas aux intentions. Il se manifeste concrètement par des actions qui apportent bénéfice et enrichissement à ceux qui nous entourent, tout en cultivant notre propre discipline, notre créativité et notre persévérance. Élever les autres n'est pas un simple idéal moral, c'est un levier stratégique et psychologique de réussite. Les personnes qui partagent leur savoir, leur expérience et leurs ressources voient la confiance et la loyauté se développer autour d'elles. Ces relations deviennent un capital invisible, souvent plus précieux que l'argent lui-même, car elles ouvrent des opportunités insoupçonnées et durables. Conwell montre que l'homme qui comprend ce principe agit avec discernement et patience. Il choisit d'investir non seulement dans ses projets, mais aussi dans la croissance et le bien-être de ceux qui l'entourent, sachant que cette approche crée un cercle vertueux. Le succès devient ainsi le résultat d'une dynamique collaborative et respectueuse qui enrichit l'individu tout en faisant progresser la communauté. Un autre aspect central de cette définition de la réussite est la prospérité morale. La richesse, si elle est obtenue sans considération éthique, peut se retourner contre celui qui la détient. Les fortunes mal fondées, accumulées au détriment d'autrui ou par des moyens injustes, génèrent un poids psychologique et social, des conflits et des regrets durables. Conwell souligne qu'un succès durable est toujours associé à la conscience tranquille et à l'intégrité. Le respect de principes moraux et de valeurs éthiques ne limite pas la prospérité, il la renforce. En choisissant la voie du service et de l'utilité, l'individu construit une réputation solide, une influence positive et une sérénité intérieure qui transcendent la simple possession matérielle. Le succès, dans cette perspective, devient également un moyen de transformation intérieure. Il ne s'agit pas simplement d'atteindre un objectif extérieur, mais de devenir une personne capable de responsabilité, de discernement et d'altruisme. Conwell insiste sur le fait que la richesse sans conscience est vide, tandis que la réussite alignée sur des principes éthiques nourrit l'âme et apporte une satisfaction durable. Chaque action, chaque décision et chaque projet prennent un sens plus profond lorsque l'on considère non seulement le gain personnel, mais aussi le bénéfice collectif. L'homme qui comprend ces principes agit avec équilibre, vision et maturité, évitant la précipitation, la cupidité et le sacrifice inutile de son intégrité. Enfin, cette redéfinition du succès transforme notre rapport au temps et à la patience. Conwell démontre que la prospérité éthique ne se construit pas en un jour et qu'il faut accepter le rythme naturel des choses. La constance, la persévérance et la vision long terme sont des alliés essentiels. Celui qui cherche à enrichir sa vie tout en servant son entourage doit savoir attendre, travailler méthodiquement et reconnaître la valeur de chaque petite action accomplie avec conscience. Les diamants ne se révèlent pas immédiatement, et de même,
La réussite fondée sur le service et l'éthique demande de la patience, mais elle garantit un fruit durable et satisfaisant. La réussite redéfinie par Conwell illustre donc que la prospérité authentique est une combinaison de richesse matérielle et morale, de vision éthique et de service. La vraie réussite ne consiste pas à accumuler ou à fuir, mais à comprendre, à exploiter les ressources autour de soi, à nourrir son environnement et à élever les autres tout en restant fidèle à ses principes. C'est cette approche qui transforme non seulement une vie, mais aussi les générations suivantes, en créant un héritage tangible de valeurs, d'intégrité et de prospérité durable. Chapitre 10. Nain. Le message pour l'homme moderne. Ce chapitre nous invite à une réflexion profonde sur la manière dont nous abordons nos propres vies et nos opportunités. L'histoire des acres de diamants, racontée par Russell H. Conwell, n'est pas simplement un récit ancien. Elle résonne encore aujourd'hui dans la vie de tout entrepreneur, créateur ou travailleur déterminé à réussir. Le message essentiel est clair. Ce que nous cherchons ailleurs se trouve très souvent déjà sous nos pieds. Et le drame de l'homme qui a abandonné sa terre pour poursuivre des illusions brille comme un avertissement intemporel. Le livre nous force à repenser notre relation à notre environnement immédiat, à nos talents innés et à nos ressources disponibles. L'homme moderne, dans sa quête effrénée de nouveautés et de reconnaissance, oublie trop souvent de regarder autour de lui et de valoriser ce qu'il possède réellement. La première leçon que l'on retire de ce texte est l'importance de la perspicacité dans l'observation. L'individu contemporain, pressé et tourné vers le superficiel, reproduit sans le savoir le même schéma que le personnage central de la parabole. Il délaisse ce qui est concret et accessible pour courir après ce qui semble brillant, attirant et prometteur ailleurs. Conwell souligne que ce comportement n'est pas nouveau. L'homme a toujours été tenté par la fascination du lointain, par la croyance que le succès et la richesse résident dans des lieux inconnus ou des opportunités apparemment plus séduisantes. Cependant, cette fuite constante engendre souvent frustration, épuisement et désillusion. Les leçons du livre mettent en avant le courage de rester, d'analyser et de travailler son terrain, d'investir son temps et son énergie dans ce qui est déjà disponible plutôt que de disperser ses forces dans des chimères lointaines. La deuxième idée clé repose sur la valeur de l'engagement. Le travail acharné et méthodique sur ses propres ressources, compétences et relations constitue le socle d'une réussite durable. Conwell démontre que les résultats exceptionnels ne proviennent pas de l'action spectaculaire ou de la chance soudaine, mais de la constance, de la patience et de la capacité à creuser là où l'on se trouve. L'homme moderne doit réapprendre à considérer son environnement immédiat comme une mine potentielle de succès. Chaque compétence développée, chaque relation cultivée, chaque idée appliquée localement a la puissance de transformer l'ordinaire en extraordinaire. C'est dans ce travail attentif et discipliné que réside le véritable message. Le succès n'est pas toujours là où l'on croit. Il se trouve souvent là où l'on a déjà commencé. Un autre aspect fondamental concerne le courage psychologique et émotionnel. Il est souvent plus difficile de rester, d'accepter la lenteur et les défis de son propre terrain que de courir vers ce qui semble plus prometteur ailleurs. L'homme moderne doit combattre la peur de manquer, la tentation de la nouveauté et la pression sociale qui glorifie le spectaculaire et la réussite immédiate. Conwell rappelle que le courage ne réside pas dans l'errance sans but, mais dans la capacité à reconnaître la valeur de ce que l'on possède et à bâtir avec détermination. Ce courage est à la fois intellectuel et moral. Il implique de comprendre, de décider et de persévérer malgré le doute et la distraction. La patience et l'engagement deviennent alors des vertus stratégiques essentielles à la réalisation de ses ambitions personnelles et professionnelles. Le texte souligne également l'importance d'une vision éclairée et réaliste. Chercher à l'extérieur ce qui existe déjà à l'intérieur de nos possibilités est non seulement inefficace, mais souvent destructeur.
La parabole des diamants illustre comment l'ignorance et la précipitation peuvent transformer un potentiel immense en désastre personnel. L'homme moderne, confronté à une multitude de distractions et d'opportunités apparentes, doit développer la clarté mentale et la lucidité pour distinguer ce qui est réel de ce qui est illusoire. Conwell encourage à ne pas se laisser séduire par les apparences ou les récits de réussite éloignés, mais à observer, analyser et agir en fonction de ce qui est tangible, mesurable et contrôlable sur son propre terrain. Enfin, le message pour l'homme moderne est profondément optimiste. Conwell nous rappelle que la richesse, la prospérité et le succès ne sont pas réservés à ceux qui voyagent ou qui accumulent au hasard, mais à ceux qui savent reconnaître la valeur, travailler avec persévérance et patience, et faire preuve d'audace dans l'engagement envers leur propre potentiel. Chaque individu possède déjà des diamants à exploiter, talents, connaissances, relations et opportunités locales. La clé consiste à comprendre cette vérité, à arrêter de disperser son énergie et à bâtir avec constance et intégrité. La métaphore centrale du livre devient alors une leçon universelle. Ce que tu cherches ailleurs est souvent déjà là, sous tes pieds, attendant que tu le découvres, que tu le cultives et que tu le transformes en succès tangible. Ce chapitre illustre donc que l'homme d'aujourd'hui, malgré la complexité de la vie moderne et l'abondance des distractions, peut trouver la réussite en observant attentivement, en travaillant patiemment et en ayant le courage de rester fidèle à son terrain. La richesse n'est pas toujours à l'extérieur, elle réside souvent dans ce que l'on possède déjà et que l'on choisit enfin de valoriser pleinement. En terminant notre lecture de Des acres de diamants, il est clair que la parabole racontée par Russell H. Conwell ne se limite pas à une histoire ancienne ou à un simple conte moral. Elle est une véritable leçon sur la manière dont nous percevons la réussite, la richesse et notre potentiel. Le récit de l'homme qui vend sa terre pour chercher des diamants ailleurs, pour finalement mourir pauvre, oppose sa trajectoire à celle du nouveau propriétaire qui découvre que les richesses étaient là depuis le départ. Cette histoire nous force à réfléchir profondément. Combien de fois passons-nous à côté de ce que nous possédons déjà, convaincus que le meilleur se trouve ailleurs? La première leçon essentielle que nous offre Conwell est celle de la valeur intrinsèque de ce que nous avons sous les yeux. Nos talents, nos compétences, nos expériences et notre environnement immédiat contiennent souvent des opportunités que nous ignorons. La métaphore des diamants nous rappelle que la richesse n'est pas toujours à chercher dans des lieux lointains ou des circonstances idéales. L'homme moderne, aveuglé par la fascination du spectaculaire, risque de disperser son énergie et ses ressources dans des quêtes illusoires, négligeant le potentiel réel déjà disponible. Cette prise de conscience invite à observer, apprécier et investir dans ce qui est concret et tangible autour de soi. Ensuite, la parabole met en avant le pouvoir de la patience et de la persévérance. Le nouveau propriétaire ne découvre pas les diamants par hasard. Il observe, creuse et prend le temps de comprendre la valeur de sa terre. De la même manière, nous devons apprendre à approfondir ce que nous avons plutôt qu'à courir après des promesses lointaines. La richesse et la réussite durable sont rarement instantanées. Elles demandent de l'attention, de l'effort et un engagement réfléchi. Creuser là où l'on se trouve, cultiver ses compétences et exploiter ses ressources locales constitue un chemin sûr vers le succès, bien plus efficace que la fuite vers des illusions extérieures. Un autre point majeur concerne la clarté et la lucidité dans nos choix. Conwell nous met en garde contre la comparaison constante et l'influence de la société. La perception d'un ailleurs meilleur peut nous induire en erreur, nous faire sous-estimer nos capacités et nous éloigner de notre véritable potentiel. L'histoire souligne l'importance de regarder attentivement ce qui est déjà en notre possession, de mesurer nos forces et de comprendre la valeur réelle de nos propres diamants. Cette prise de conscience transforme notre approche de la vie, de la carrière et des relations,
et nous encourage à agir avec discernement et intelligence. La dimension éthique et morale de la parabole est également remarquable. Chercher ailleurs sans réfléchir peut entraîner une perte de temps, de ressources et de paix intérieure. En revanche, investir dans ce que l'on possède déjà, en le développant avec honnêteté, patience et respect, génère des résultats durables et significatifs. Conwell nous enseigne que la prospérité véritable ne se limite pas à l'accumulation matérielle. Elle inclut également la satisfaction, l'accomplissement personnel et la contribution positive à l'environnement et aux autres. Enfin, le message intemporel de Russell H. Conwell est d'une simplicité éclatante, mais d'une profondeur inégalée. Les diamants sont déjà là. Il ne s'agit pas seulement de biens matériels, mais de tout ce qui peut enrichir notre vie et notre parcours. Nos compétences, nos idées, notre réseau, nos expériences et notre vision. L'invitation finale est claire, cesse de courir après ce qui semble lointain et commence à regarder, apprécier et cultiver ce que tu possèdes déjà. Ce faisant, tu découvriras que la véritable richesse n'est pas une question de chance, mais de profondeur et de conscience. Ainsi, comme le résume magnifiquement la phrase finale, « Tu ne manques pas d'opportunités, tu manques de profondeur ». Cette leçon s'applique à chaque aspect de notre existence, rappelant que le succès durable et la prospérité ne se trouvent pas à l'extérieur, mais se cultivent à l'intérieur, là où nous avons toujours commencé à marcher sur nos propres diamants.